Coucou, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce qui a meilleur goût? Les pommes spartanes ou les prunes Mirabelle? Qui est le plus bel être humain du monde? Est-ce que je peux prouver aux autres que j'ai raison de dire que c'est l'artiste français Maxime Ginolin? Est-ce que ça vaut même la peine d'en discuter? Alors, ceux qui ont écouté mes capsules précédentes savent que ce sont des questions de préférence que j'ai déjà évoquées. En ce qui concerne les fruits qui ont meilleur goût ou les personnes qui sont les plus jolies, j'adopte une position relativiste, c'est-à-dire que la seule chose qu'on peut en dire, quant à moi, c'est le meilleur fruit pour vous, c'est celui que vous trouvez le plus agréable à manger. Il n'y a pas de réponse qui soit plus valable qu'une autre à cette question-là. J'ai rapporté la distinction entre trois types de relativisme: épistémique, moral et esthétique. Bonjour Croque-Mitaine. Croque-Mitaine et ma petite Jackie ici, que j'ai dû prendre dans mes bras au début parce qu'elle essayait d'embarquer sur mon écran. Alors, pour en revenir à ce que je disais, un de mes confrères philosophes, après avoir écouté une de mes capsules, m'a fait remarquer que dans le domaine esthétique, le relativisme n'est peut-être pas vraiment justifiable parce qu'il existe quand même des critères objectifs. Il a raison en fait, parce que, par exemple, personne ne pourrait nier sérieusement que Maxime Ginolin est plus joli que Donald Trump. Ceux qui étudient ou pratiquent les arts visuels savent très bien qu'ils ont des normes universelles à comprendre et à respecter. Quel tableau vous avez envie d'accrocher à un mur chez vous, c'est une question de goût, mais il y a quand même des normes en esthétique qu'un artiste doit connaître. Et la même chose en musique d'ailleurs, tous les musiciens savent bien qu'il y a des connaissances universelles à avoir en musique, même si par ailleurs il y a des goûts musicaux qui sont variables. C'est pour ça aussi que, comme je l'ai déjà mentionné, plutôt que de parler de relativisme esthétique, je préfère parler de relativisme en ce qui concerne les préférences. Ce relativisme-là, il est défendable. Chacun ses préférences. Dans la dernière capsule, j'ai rapporté les arguments de Sokal et Bricmont pour conclure que le relativisme épistémique, par contre, n'est pas défendable. Et dans celle-ci, je vais changer un peu mon approche par rapport aux précédentes. Jusqu'ici, je me suis contentée de rapporter et d'expliquer ce que Sokal et Bricmont ont écrit dans le texte que je commente, le relativisme cognitif en philosophie des sciences. Ici, je vais défendre une thèse qui ne se trouve pas dans leur texte, mais en faisant quand même des liens avec leur texte. Je souhaite montrer que le relativisme moral n'est pas plus défendable que le relativisme épistémique. Sokal et Bricmont, je vous le rappelle, font valoir que le relativisme épistémique, il va à l'encontre du travail des scientifiques, mais aussi tout bonnement de la façon dont on raisonne dans la vie de tous les jours. Finalement, personne n'est relativiste sur le plan épistémique. Et pour avoir un développement là-dessus, je vous renvoie à ma capsule précédente dont vous pouvez trouver le lien en dessous de celle-ci.
Donc, personne n'est relativiste sur le plan épistémique. Eh bien, ici, je souhaite montrer que de la même façon, personne n'est relativiste sur le plan moral, parce qu'en effet, le relativisme moral va à l'encontre non seulement du travail des éthiciens, mais aussi de la façon dont on raisonne dans la vie de tous les jours. Dès que vous avez des attentes envers les autres en ce qui concerne leur façon d'agir, et vous en avez tous, dès que vous discutez des manières dont on doit agir, et vous l'avez tous déjà fait, eh bien, dès que vous agissez de cette façon-là, vous niez implicitement que la morale soit une affaire personnelle relative à chacun. Il y a bel et bien des raisons objectives de considérer le mensonge comme immoral. La même chose pour le vol, la violence physique, l'intimidation, etc., etc. Et je ne vais pas développer dans cette capsule-ci les raisons objectives de qualifier ces comportements d'immoraux. La littérature sur le sujet ne manque pas. Je vais me contenter de vous dire une chose. Je serais prête à parier que si vous vous apercevez que quelqu'un vous a menti, votre réaction ne sera pas de vous dire « Ah ben, après tout, chacun sa morale. » Peut-être que dans sa conception, mentir, c'était pas un problème, donc je peux pas lui faire de reproches. Je suis certaine que ce n'est pas comme ça que vous réagiriez en vous rendant compte qu'on vous a menti. Donc, vous avez des attentes envers les autres. Vous considérez qu'il y a des règles, des valeurs qu'ils doivent respecter. Maintenant, c'est assez commun que les gens pensent défendre le relativisme moral en disant que la bonne façon d'agir dépend des circonstances. On va reprendre l'exemple tout simple du mensonge. Vous pourriez me demander, mais si la seule façon de sauver la vie de quelqu'un, c'est de dire un mensonge, vas-tu t'en tenir à ton principe selon lequel on ne doit pas mentir? Non, bien entendu. Si je devais choisir entre éviter un mensonge et sauver une vie, bien sûr que je choisirais de sauver une vie. Mais vous remarquerez que les circonstances, ce sont des considérations objectives dont on doit tenir compte. Quand vous invoquez que si c'est la seule façon de sauver une vie, alors on doit mentir, vous n'êtes pas en train de dire que la question de savoir s'il est moral de mentir appelle une réponse subjective et personnelle. Non, vous êtes en train de dire qu'il existe des circonstances exceptionnelles dans lesquelles la réponse à cette question est objectivement oui. C'est un peu la même idée quand on cherche à comprendre les différences entre les systèmes de valeurs de différentes cultures. Bien entendu, selon l'époque, selon la région du monde, selon les conditions dans lesquelles une communauté d'humains vit, les bonnes façons d'agir peuvent être différentes. Admettre ça, ce n'est pas admettre que la morale est relative à la subjectivité des communautés. C'est admettre qu'elle peut varier selon des éléments objectifs, les conditions dans lesquelles vit une communauté humaine. C'est un ensemble de considérations objectives que l'on peut constater, pas qu'on établit subjectivement. Pour ceux qui ont envie de me dire « Oui, je vous entends d'ici », ceux qui veulent me dire
Mais hey, la liberté individuelle, toi, t'en fais quoi? Tu veux établir une société dans laquelle on impose une morale à tout le monde? Eh bien, je vais vous répondre en deux parties. Premièrement, je vous signale qu'on est déjà dans une société dans laquelle on impose une morale à tout le monde et que je serais prête à parier cher que vous êtes d'accord avec ça. D'une part, il y a des lois qui interdisent, par exemple, le vol. Le mensonge dans un cadre institutionnel est illégal. Par exemple, la fraude, le parjure, ce sont des infractions à la loi. Vous pourriez me dire que la loi et la morale, c'est différent, ce qui n'est pas faux, mais ce n'est pas complètement indépendant. Les lois reposent sur des valeurs. Et d'autre part, il y a aussi des règles morales qui ne sont pas des lois, mais qui sont imposées avec une certaine force. Par exemple, une école va sanctionner un élève qui se fait prendre à plagier ou à intimider un camarade. Dans un cercle d'amis, quelqu'un qui a trahi la confiance des autres risque d'être exclu du cercle. Donc, vous voyez, on vit dans une société où une certaine morale est imposée à tous. Donc, c'était le premier élément de réponse. Et deuxièmement, vous invoquez la liberté en la présentant comme quelque chose que je dois respecter. La liberté, c'est une exigence morale. Donner une marge de liberté aux individus, ça fait partie de ce que vous présentez comme des règles que tout le monde doit respecter. Vous ne défendez aucunement le relativisme moral, puisque vous présentez une valeur, en l'occurrence la liberté, comme devant être respectée par tous. Bien entendu, il y a la question de savoir où se situe l'équilibre entre la liberté individuelle et le bien commun. Où se situe l'équilibre entre les droits de l'individu et ses devoirs? C'est une question complexe à laquelle je n'ai pas la prétention de pouvoir répondre avec une certitude mathématique, et personne ne devrait avoir cette prétention non plus. Mais ce n'est pas parce que c'est une question complexe qu'on peut y répondre n'importe quoi en n'ayant jamais tort. Est-ce qu'il existe une bonne réponse à cette question très large et complexe? Bien sûr que non. Mais admettre que plusieurs réponses sont défendables, ce n'est pas du relativisme. Le relativisme, ce serait dire qu'aucune réponse ne vaut mieux qu'une autre. Déjà, si vous considérez que la démocratie, accompagnée d'une charte des droits, vaut mieux qu'un État totalitaire, ce qui est vraisemblablement votre cas si vous avez eu envie de me parler de liberté, eh bien, vous admettez qu'il existe des systèmes de valeurs meilleurs que d'autres. Alors, pour résumer, quand on adopte vraiment une position relativiste sur une question donnée, on n'a même pas l'idée de discuter de la réponse. Je ne verrais pas l'intérêt de discuter avec d'autres de la bonne réponse à la question de quel fruit a le meilleur goût ou qui est le plus bel être humain du monde. Parce qu'il n'y a rien d'autre à dire là-dessus que ça dépend des goûts. Chacun ses préférences. Quand il est question de savoir comment on doit agir et comment on doit gérer la société, bref, quand il est question des valeurs,
des choix individuels et des choix de société, du domaine moral, il y a place à la discussion. Il y a place à la discussion précisément parce qu'il serait faux d'affirmer que tout ce qu'on peut en dire, c'est « ça dépend des opinions, chacun ses valeurs ».